jeune entrepreneur guadeloupéen, arrivé au Québec depuis quelques années. Donc, on accueille Nolan aujourd'hui dans The Pulp. Donc, bienvenue Nolan. Merci, bienvenue. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Donc, cette interview, c'est plus pour apprendre à te connaître, ton Mhm. parcours et puis aussi parler de ton projet que tu as concrétisé dernièrement. Est-ce que ça te va? Ouais, ouais, aucun problème, avec un grand plaisir. Super. Justement, tu es originaire de la Guadeloupe, enfin, tu es guadeloupéen. Je suis de la Guadeloupe. Qu'est-ce qui t'a fait venir à Montréal et depuis quand? En fait, moi, j'ai toujours été attiré par l'étranger. Je suis né en France, en fait. Je suis pas resté très longtemps en France. J'ai grandi en Guadeloupe, mais le système français, de manière générale, a toujours été un système qui ne m'attirait pas plus que ça. Puis, c'est ça, j'ai toujours été attiré par l'étranger, les horizons, voyager. Puis, comment on m'a parlé du Canada? C'est en fait un ami à mon père qui, euh, qui est dans les affaires un peu, dans l'immobilier, a fait ses études il y a plus de 20 ans ici, à l'UQAM. Puis en gros, c'est lui un peu, ben, ça a été ma première connexion avec le Canada. J'avais vraiment aucune idée de comment c'était, mais je suis quelqu'un comme ça. J'aime aller dans des endroits où je connais pas spécialement. Ça un petit peu d'adrénaline. Je trouve que ça ouvre l'esprit. Puis on m'a dit que du bien du Canada. Je me suis renseigné à gauche, à droite. Je demandais à pas mal de gens que je connaissais déjà. Puis j'ai entendu que du positif sur les écoles, le système éducationnel, sur la vie de manière générale, et le froid. Le seul hic, Ouais. ouais. Puis c'est ça, j'ai décidé ensuite d'appliquer pour l'école de commerce de l'UQAM quand j'étais au lycée. Et puis on m'a accepté. Puis je suis venu en 2017, c'est ça, le 24 août. Ok, donc l'aventure a commencé par le biais des études. Ouais, par les études, ouais, c'est ça. Puis t'as choisi quel programme à l'ESG? J'ai choisi, en fait, j'ai fait un bac en administration des affaires, spécialisé en marketing. C'est un diplôme, en fait, qui englobe tout ce qui est dans la gestion d'une entreprise de manière générale. Donc, j'ai vu un peu les bases de la comptabilité, la finance, les ressources humaines, puis microéconomie, toutes ces choses-là, mais plus précisément dans le marketing. C'est vraiment ça qui m'intéressait. Puis, c'est vers ça que je me suis allé. Puis, à la base, j'étais pas du tout dans ce domaine-là parce que j'avais fait, quand j'étais en web, j'ai fait un bac scientifique. Donc, Le fameux bac S le en fameux France. bac S qui permet d'ouvrir un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais ça s'est tout de suite bien passé pour moi parce que j'ai toujours eu un petit peu cette branche-là, cet amour pour l'économie, la gestion, étant donné que mon père même est entrepreneur. Donc je pense aussi que ça a dû avoir un impact. Puis c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. Ok, donc du coup, tu as commencé par ton bac. Maintenant, tu es passé du côté professionnel ou tu as poursuivi après? J'ai fait les deux en même temps. C'est-à-dire que pendant mon bac, j'ai pas mal travaillé aussi dans divers trucs. J'ai travaillé peut-être 2 mois après être arrivé ici dans le café de l'université, Sacré Salonger. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens. Puis c'est ça, pendant ces 3 années-là, j'ai travaillé dans divers trucs. J'ai travaillé dans des stades, clubs, travaillé dans un centre sportif. Puis j'ai travaillé après à la banque chez Desjardins qui a été ma plus longue expérience professionnelle, tout en continuant d'étudier quoi. Oui, tu faisais à côté. Donc déjà, tu aimes la découverte parce que tu es venu ici. Puis Ouais. même par tes parcours professionnels, tu as toujours changé. Changer, Tu as parce touché que à tout, quoi. c'est ça, je pense que c'est important en fait de pas tout de suite se mettre une idée fixe d'un métier ou quelconque, mais de plutôt aller vers des domaines parfois complètement différents. Ça permet de se connaître soi-même, puis de se rendre compte est-ce qu'on aime vraiment ce qu'on pense qu'on va aimer, puis même des fois se découvrir des petites passions ou des choses qu'on ne pensait pas du tout, et d'avoir plusieurs facettes différentes de la vie, du monde professionnel, en fonction du travail que tu fais, du poste que tu as, c'est complètement différent la vision que tu vas avoir, l'expérience que tu vas avoir. Puis je trouve que c'est complémentaire, surtout quand tu veux être entrepreneur, bâtir des choses, ça t'apporte une vision très globale, beaucoup plus saine aussi de ce qu'est le monde du travail et de comment agir. Ouais, non, c'est vrai. Puis si toi, tu voudrais te définir en quelques mots qui est Nolan, ce serait quoi? Quelqu'un de très curieux et très travailleur. Je dis toujours que il n'y a rien qui se fait seul. C'est quelque chose que je dis souvent, tu sais, ça paraît bête quand on dit comme ça, mais tout ce que tu as envie de faire, tous les projets que tu as en tête, en fait, il faut te mettre en condition pour que ça se réalise. Tu crées tes opportunités. Voilà, exactement. C'est-à-dire que peu importe où tu peux aller, rencontrer du monde, participer à des activités, euh, même des trucs tout bêtes, tu sais,
t'intéresser à la cuisine ou t'intéresser à des trucs qui t'intéressent pas spécialement à la base, ça t'ouvre l'esprit. Puis ça, je suis quelqu'un de très curieux, très travailleur, comment dire, Entreprenant. Ça fait le grand mot, mais très rigoureux. Rigoureux. Ouais, la rigueur. Pour moi, c'est un des éléments les plus importants, surtout dans l'entrepreneuriat et puis dans la vie de manière générale, la rigueur, la constance. Ok. puis moi, c'est vrai que je t'ai connue à l'UQAM. Après, je t'ai aussi découvert dans un podcast sur la gestion financière, l'éducation financière. Sur ta page Instagram aussi, on voit que tu postes régulièrement dessus. Puis tu viens de dire aussi que ton père était entrepreneur, que c'était pas ton domaine de prédilection par rapport à ton bac scientifique, mais au final, tu t'es retrouvé à avoir un intérêt pour la gestion financière. C'est quoi ton déclic? Le déclic, je sais pas vraiment c'est quoi le déclic. Je pense que, comme je t'ai dit, c'est à force de m'exposer justement à diverses personnes, à divers milieux professionnels, tu finis par te découvrir une aisance pour certaines choses et justement finir par apprécier ce que tu fais. Puis moi, ça s'est plus installé comme ça. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé relever des défis. Ma première relation avec le monde de l'économie, ça a été directement en 2017 quand je suis arrivé. La première année que j'ai fait, j'ai commencé à déclarer mes impôts seul. Ouais. C'était Le le premier. premier petit truc. Je me suis dit, ok, mais pourquoi je pourrais pas le faire seul? Puis c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai vu que c'était pas si compliqué que ça. Bon, en tout cas, surtout quand tu as juste un emploi, puis tu es étudiant, c'est très simple. Et après, ça prend des fois de l'ampleur, mais ça a été comme ça. Puis beaucoup de livres. Je lis énormément de livres de toutes sortes. Des romans, des trucs économiques. D'ailleurs, la plupart des livres que j'ai, c'est même pas des livres sur le business. Mais on le voit sur ta page Instagram, tu partages des fois des textes, tu commentes des textes. Souvent, c'est pas vraiment du développement personnel, mais on s'entend que le développement personnel, c'est assez vaste. C'est pas tout le temps de la gestion financière, mais des fois, tu arrives à prendre des paragraphes, puis le ramener à la gestion financière. Si, du coup, tu aimes lire, quel est ton livre en ce moment que tu lis en... Là, en ce moment, je lisais dans le métro, celui-là. Il s'appelle Unshakable de Tony Robbins, où il parle justement de l'attitude à avoir sur les marchés financiers, comme le mot le dit, de ne pas laisser ses émotions nous dominer. Sinon, mon livre préféré, c'est pas du tout un livre dans le business, c'est 1984 de George Orwell, qui est une dystopie, puis que je conseille à tout le monde, qui est un livre très connu d'ailleurs. Et sinon, j'ai lu aussi The Psychology of Money de Morgan Housel, que je trouve très très bien et que je conseille à beaucoup de gens. Puis les livres de développement personnel comme Père riche, Père pauvre, toutes ces choses-là, en réalité, c'est pas des livres dont je suis très fan. Je trouve que c'est surcoté même. Parce que je trouve que dans ces livres-là, c'est plus beaucoup de radotage, peut-être pour les gens qui se cherchent, mais il n'y a pas vraiment d'informations clés concrètes dedans. Ouais. Si tu y penses, tu pourrais commencer par là, mais c'est pas le livre qui va te donner la façon, la méthode. C'est peut-être des bons livres pour quand tu recherches de la motivation à faire des choses, à se développer, mais ça ne va rien, ça va pas te dire concrètement quoi faire. Puis en finalité, peu importe ce que tu lis, il n'y a personne qui pourra te dire quoi faire parce que chaque personne est complètement différente, a une aversion au risque différente, ressent les choses de sa propre manière. Donc je pense qu'on doit tous se trouver nous-mêmes à travers différentes lectures, différentes activités, on revient sur ce que je dis, pour savoir qu'est-ce qui est mieux pour nous. Ouais. Ok, c'est vrai que tu nous disais que c'est ça qui t'a fait toucher, qui au final, tu ne savais pas que tu allais être dans la gestion financière plus que ça, mais au final, tu as aimé. Puis ton projet, c'est clairement de la gestion financière. En quoi consiste ton projet? En fait, moi, ce que je fais, c'est de l'accompagnement financier, mais plus précisément, je me considère un peu comme un pont entre les personnes qui cherchent à s'intéresser justement à se développer financièrement, puis le monde économique. J'essaie de vulgariser, d'introduire en tout cas les personnes débutantes, par exemple dans le monde de la bourse, la compréhension de ce monde-là, pas spécialement te dire quoi faire, mais te donner les clés justement pour la compréhension de comment ça fonctionne, à quoi tu dois faire attention, puis c'est ça là, principalement actuellement. Puis aussi, j'ai travaillé aussi avec deux petites startups pour le côté marketing.
Ok, ouais, pour rendre ton projet, parce que j'allais te demander justement, souvent on a l'idée, puis Mhm. il y a tellement d'étapes entre l'idée et le projet final. Ouais. Est-ce que c'est à ça que tu pensais dès le départ? Est-ce que tu comptais, ben, je pense que vulgariser, c'était quand même ta motivation, mais pourquoi tu es arrivé à un service déjà en ligne? Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce format? Ben, c'est pas, en fait, c'est pas juste en ligne, je rencontre des gens aussi, mais en fait, c'est en pleine construction. Puis moi, le format final, tu le connais jamais. Ouais. Ce que j'explique toujours, puis un conseil pour les gens qui veulent se lancer en affaires, ça sert à rien d'essayer de créer le concept de A à Z, de faire en sorte qu'il soit parfait avant de le lancer, parce que dans tous les cas, si tu penses comme ça, tu vas jamais te lancer, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va manquer, tu auras toujours l'impression qu'il manque un truc. Et en réalité, le seul moyen de savoir qu'est-ce qui fonctionne, c'est juste de le faire. On dit que les entrepreneurs, généralement, c'est des gens qui font semblant de savoir ce qu'ils font, puis qui se débrouillent pour le faire après. Clairement. Puis moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, actuellement, j'ai commencé avec, par rapport à la situation du Covid, j'ai commencé avec ce format-là qui était plus en ligne, où les gens étaient beaucoup sur leur téléphone, sur les réseaux de manière générale. Donc, j'ai commencé comme ça, comme tu l'as dit, en mettant en avant des trucs que je trouve bien, tu sais, dans les livres ou ce qui se passe dans le monde de l'économie de manière générale. Puis après ça, j'ai commencé à le faire directement en présentiel, en personne, avec les gens qui étaient intéressés. Puis c'est ça, là, c'est en pleine construction. C'est en pleine construction. Donc, dans les prochains mois, on n'a pas. Enfin, ce sera sûr qu'on peut retrouver soit un nouveau service. C'est sûr qu'il y aura que du nouveau et que des trucs beaucoup plus concrets. Puis du plus, c'est-à-dire que moi, en fait, la manière dont je fonctionne, c'est qu'à chaque fois que je travaille avec quelqu'un qui veut se développer financièrement, je prends beaucoup de retours aussi. Je leur demande qu'est-ce qu'ils apprécient, qu'est-ce qu'ils aimeraient mieux. Puis, ouais, en fait, il faut directement. La meilleure façon de s'améliorer, c'est de communiquer directement avec ton client. Parce que entre ce que tu penses et ce que eux veulent, des fois, il y a une différence. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et c'est eux, hein, c'est un peu justement mes clients qui me calibrent un peu. Mais après, il faut faire attention justement à pas s'en aller dans tous les sens non plus. Si tu écoutes toutes les personnes, ça se peut que tu dénatures ton produit à la fin et que tu ne saches plus non plus où tu vas. Donc il faut quand même arriver avec ta vision, c'est ça, ton service quand même de base, que tu sais ce que tu vas faire, mais tu l'agences un petit peu en fonction de ce qu'on te dit. Les retours et puis de l'expérience que tes clients ont eue. Mais justement, je sais que tu as dit que chaque personne, tu sais, comme les livres Père riche, Père pauvre, c'est plus pour te motiver parce qu'au final, tu ressens l'échec, tu ressens le risque comme tu veux. Ouais. Mais du coup, est-ce que toi, tu sais, je sais que dans l'entrepreneuriat, souvent on a des mentors, des modèles ou quelqu'un qui a fait ce qu'on voulait faire, pas forcément du même format, pas de la même façon, mais le thème reste pareil. Ça serait qui ton modèle? Je dirais mon père. Mon père, en fait, il a une entreprise dans les matériaux de construction en Guadeloupe. Ouais. Puis c'est à lui que je me réfère beaucoup. Et c'est complètement différent ce qu'on fait. Il n'a pas vraiment cette connaissance-là. D'ailleurs, il n'a même pas fait de bac aussi. Euh, Ça, on pourrait en parler aussi par rapport aux études. Mais je me réfère beaucoup à lui. Puis ouais, principalement. Mais j'ai pas vraiment de mentor en tant que tel. Je m'inspire de tout le monde. Je m'inspire de mes amis. Même si ça n'a rien à voir, hein, des gens qui sont dans la musique, des gens qui sont dans la cuisine. Je m'inspire de tous ceux qui m'entourent. Ouais. Tous ceux qui font preuve de rigueur et Qui font preuve de rigueur, qui font ce qu'ils aiment avec passion surtout. C'est la passion qui passe avant tout. Puis ça se ressent et je m'inspire de ces gens-là, de tous ceux que je connais. Ouais. Mes professeurs au travail, des directeurs à qui je parle, des collègues, des amis, tout ce qui est bon à prendre. Puis tu viens de mentionner que tu as précisé que ton père n'avait pas de bac. Est-ce que pour toi, le côté études n'est pas 100%, on n'est pas obligé de passer par le côté études pour faire des projets? Est-ce que c'est ce que tu voulais sous-entendre? Ouais, non, pour moi, les études, ça n'a rien à voir. Les études, c'est plus un complément. Pour moi, quand tu fais des études, c'est pour un but précis. C'est pour peut-être de l'information que tu veux avoir ou bien un métier précis. Mais ça ne va en rien t'apporter dans tes projets. Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, toute la connaissance que j'ai du marché financier et de plein de choses, ça n'a rien à voir avec l'école. L'école ne m'a pas appris à faire mes impôts, l'école ne m'apprend pas grand-chose à part pour le métier auquel j'aspire. Mais non, l'école pour moi, c'est pas nécessaire. Tout le monde peut créer ses affaires. En fait, il faut juste apprendre à se connaître. C'est pas toujours facile. Et on est tous forts dans quelque chose.
que ça soit dans la communication, que ça soit avec nos mains. Et il faut mettre ces choses-là à profit. Puis là, l'école peut être complémentaire à partir de ce moment-là où tu vas voir que oui, ok, est-ce que j'ai besoin d'apprendre un peu plus sur la gestion d'entreprise? Est-ce que j'ai besoin de connaître un peu plus sur le design? Donc là, ça peut être un plus. Pour te concrétiser, mais exactement. c'est pas ce qui va lancer. Non, moi, personnellement, au stade où j'en suis, pour moi, c'est pas nécessaire. Du coup, tu disais que les études, c'était pour le métier que tu aspirais, enfin, pour concrétiser. C'est quoi le métier que j'aspire? Là, en fait, maintenant, je fais une maîtrise à HEC en intelligence d'affaires. Puis l'intelligence d'affaires, c'est quoi? C'est un embranchement entre le marketing, l'analyse de données, la technologie d'information. En gros, ça forme à être analyste. Qu'est-ce que c'est un analyste? C'est quelqu'un qui va analyser les données d'une entreprise pour lui ressortir, en fonction de ce que lui demande, des choses. Par exemple, là, actuellement, j'ai plusieurs mandats pour des entreprises comme... je ne peux pas le dire en fait. Mais j'ai des mandats pour des entreprises où je dois, avec leur base de données, ressortir des segmentations. Une segmentation, c'est des groupes de personnes homogènes pour ensuite les cibler marketingement. Parce qu'une fois que tu connais qui sont tes consommateurs, là, tu peux aller les chercher. Mais c'est très large. Il y a aussi, quand tu as des suggestions sur YouTube ou des suggestions sur Instagram, c'est des algorithmes qui sont faits par des analystes et des programmeurs. Ouais. Ok, je comprends. Donc c'est vraiment dans l'air du temps. Ouais. Mais du coup, tu pourrais analyser ton entreprise pour ensuite, si tu as un objectif, toi-même, tu pourrais le faire. Ouais, exactement. C'est ce que je commence déjà à faire. À chaque fois que j'ai un client, je lui fais remplir un formulaire. Déjà, comme je t'ai dit, pour moi, chaque personne est différente. Donc j'ai besoin de connaître cette personne-là avant, savoir ce qu'elle cherche précisément. Puis je demande pas mal d'informations, des adresses mail, des choses comme ça. Et moi, après, ça me permet de... construire ta base de données. Exactement, construire ma base de données pour après les recibler, faire des petites tactiques marketing, envoyer des courriels, des trucs comme ça. Ouais. Ok, donc c'est ta première version, mais tu as quand même déjà une bonne idée de l'évolution puisque tu reprends déjà les données pour ensuite t'améliorer. C'est ça, en fait, comme je t'ai dit, je prends un peu tout ce que j'apprends dans la vie de manière générale et ce que je considère qui est bon pour l'implémenter à mon travail. Ok. Puis en ce moment, est-ce que tu te consacres qu'à tes études? Tu disais que tu étais à Desjardins, c'était ta plus longue... J'ai travaillé pendant 1 an et demi à Desjardins en tant qu'agent service aux membres, qui est un poste quand même assez basique. Je faisais des ouvertures de comptes, des transferts internationaux, puis tout type de transactions classiques. C'est que ça fait 1 mois que je travaille plus pour Desjardins parce que en fait c'est encore un défi pour moi-même où pour moi le fait d'avoir un travail et un revenu garanti, tu te motives moins dans tes projets. Donc je me suis dit ok, j'arrête de travailler, j'ai aucune garantie de revenu. Comme ça, je suis obligé de me débrouiller encore plus dans mes projets et de faire en sorte que ça soit mieux. Mais du coup, en fait, c'est que tu te mets vraiment dans la zone où il n'y aura pas. Si je fais pas, il n'y a pas. Donc tu as préféré te créer une situation pour que tu sois sûr à 100% de tout miser sur ton projet. Hein. Je trouve que la meilleure situation où on développe des choses, c'est quand on n'est pas dans sa zone de confort. Ouais. Puis c'est ça, j'ai juste décidé d'arrêter. Puis, ce qui en résulte, c'est que j'ai plus de temps déjà pour développer mes affaires. Puis je suis obligé de le faire si je veux manger. Oui, oui, là ça devient vital, donc forcément tu vas mettre en place. Ouais, tu mets plus d'énergie dedans et c'est ça. Et puis en parallèle, je fais ma maîtrise. Oui. Je suis à ma 2e année, qui me prend quand même beaucoup de temps. J'ai hâte de finir, mais c'est ça. Ok. Puis ici, on voudrait voir une journée type de Nolan, une journée type. Une journée type, je me lève à 8h généralement, tous les matins. Puis je lis un livre. J'ai toujours un livre, je le mets à côté de mon lit pour quand je me réveille, puis je sors pas de mon lit. Je reste peut-être jusqu'à 9h, des fois 10h si j'ai pas grand-chose de prévu et je lis. Et après ça, je vais commencer à me préparer pour ce que j'ai à faire. Généralement, j'ai cours la journée. J'ai cours que 3 heures, par exemple de midi à 15h. Et après ça, là, je vais me concentrer un peu sur si j'ai des clients, sur ce que je dois améliorer. Puis le soir, généralement, je vais au sport. Puis une journée, en tout cas une journée classique, ça serait ça. Ouais. Ok. Puis on voit bien que tu mets vraiment l'accent sur t'instruire, mais de toutes les sortes possibles, puisque si avant de sortir de ton lit, tu lis déjà pendant 1 heure, c'est que c'est quand même la priorité dans ta journée. Ouais, et puis ça permet de te déconnecter un peu de toute cette ribambelle de réseau, du téléphone, c'est de ne pas avoir comme premier réflexe de prendre le téléphone, je préfère prendre mon livre. Tu commences la journée un petit peu avec plus de recul. T'es pas assailli par toutes les informations qui viennent. Ouais, c'est ça. Tu crées ta journée, quoi. Ça permet
Ben, parce qu'en fait, tu sais, avec tout ce qui se passe sur les réseaux et un petit peu l'addiction qu'on développe sur nos téléphones, j'ai lu un livre qui s'appelle Apocalypse cognitive et on développe ce qu'il appelle un brouhaha cognitif dans le sens où on ne laisse plus notre cerveau le temps de réfléchir et de créer. Il y a de ça plus de 20 ans, je pense. Les gens pouvaient rester sans rien faire, concentrés un peu plus d'une minute. Maintenant, c'est à peu près 7 secondes où ça devient désagréable pour nous de juste regarder le mur. Ok, ouais. Donc, tu as du travail sur le fait de pouvoir rester concentré, que ton cerveau ne soit pas tout le temps sous distraction. C'est ça, quand tu es tout le temps en train de regarder, mais des fois pas regarder grand-chose, ben, tu ne te permets pas de penser, de créer, d'améliorer des choses. Donc j'essaie des fois de me sortir de ça. Dans le métro, je lis souvent. Ouais. Pas être sur son téléphone. Ouais, et rien que le fait de lire, ben, des fois, je me déconnecte même de la lecture parce que j'ai une pensée qui vient par rapport à ce que je suis en train de lire ou une idée. Puis c'est comme ça que je crée le plus souvent. Ok, donc c'est vraiment... Puis si moi je suis cliente, je vais avoir tes services, ce serait quoi ton premier conseil que tu me donnerais? Bon, en même temps, il faut remplir la base de données avant, mais... Le premier conseil? De gestion financière. Que tu donnerais à tout client qui vient te voir? De ne pas avoir peur de l'argent. De s'intéresser à l'économie le plus tôt possible. De se prendre en main le plus rapidement. Ok. Vas-y. Ouais. Moi, en fait, ce que je prône et ce que je trouve que tout le monde devrait faire, c'est dès que tu as 18 ans, ou peu importe, 16 ans, 15 ans, 12 ans, dès que tu commences à avoir tes premiers revenus, apprendre justement à savoir qu'est-ce que tu peux faire avec, outre le dépenser. Ok. Puis, plutôt, là, j'étais du côté client, maintenant, je vais me lancer. Ça aurait été quoi ton conseil pour moi? Je vais me lancer, je vais être dans l'entrepreneuriat. Ce serait quoi ton conseil? Ben, comme je disais tantôt, le principal conseil que je donne, c'est déjà de ne pas attendre d'avoir le produit fini, de juste y aller, et là tu vas voir qu'est-ce qui manque, ok? Et le second conseil que je donne, c'est que si ça ne marche pas le premier coup, il ne faut pas se décourager parce que c'est ce qui arrive 95% des cas. Tu sais, je fais souvent le parallèle avec la cuisine. Quand tu fais un repas pour la première fois, s'il n'est pas bon, tu ne vas pas t'arrêter de faire de la cuisine pour ta vie. Tu vas te dire, ok, c'est quel ingrédient que j'ai mis en trop ou que j'ai pas rajouté. Puis c'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Si ça n'a pas fonctionné, tu prends juste du recul, puis tu te demandes, ok, où est le problème? Est-ce que mon produit est intéressant? Est-ce que c'est un service que vraiment les gens ont besoin? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que mon approche est bonne? Elle n'est pas bonne? Puis essayer des choses, voir si ça fonctionne mieux, si ça fonctionne moins bien, ou sinon complètement changer de domaine, mais jamais abandonner. Ok, donc du coup, ce serait ne jamais abandonner, se lancer directement. Ouais, se lancer. Parce que, écoute, tu vois ce qui manque que quand tu es dedans. On a l'impression de voir, de savoir vraiment ce que les gens ont besoin, mais en finalité, c'est que quand tu rentres dedans, tu te rends compte que tu es dans un monde encore beaucoup plus large que tu le pensais. Et c'est là que tu vois qu'est-ce que tu pourrais ajouter, qu'est-ce que tu pourrais combler. Ouais. Ok. Puis, si je veux prendre rendez-vous avec toi, ce serait sur ta page? Ouais, ben actuellement, je fonctionne juste avec, principalement sur Instagram, parce que c'est le réseau que j'utilise le plus et que là où les gens me suivent le plus. Ouais, c'est ça, c'est m'écrire. Juste me dire, ok, je suis intéressé, j'aimerais me développer financièrement, savoir quoi faire avec mon argent, comment le gérer. Puis je fais remplir un formulaire pour apprendre à te connaître, savoir c'est quoi ton besoin. Après, on prend un rendez-vous et en fonction de si tu veux en présentiel, distanciel, peu importe. Et ça se passe toujours très bien. Ça nous encouragerait. Ouais. Puis du coup, on te retrouve, on peut aussi partager ta page personnelle. Ouais. Ce serait quoi le nom de ta page? C'est NoLan, donc no.lan. Ok, puis pour ton service aussi, c'est la même page. Ouais, d'accord. Ben, c'était vraiment un bon moment passé avec toi, puis on en a appris pas mal beaucoup. Donc merci beaucoup. Merci puis à vous. Un petit coucou à la communauté The Pulp et puis à très bientôt. À bientôt. Super.